Bonjour tout le monde, je vais vous laisser me rejoindre, chers invités. N'hésitez pas à vous installer comme vous voulez. Ok, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, merci beaucoup d'être là. Bienvenue à tout le monde, en tout cas pour les personnes qui nous rejoignent. Euh, je le rappelle, l'événement CAP sur la santé mentale, c'est un événement porté par la Fondation Falleret, l'Alliance pour la Santé Mentale France, qui sont 3 membres du collectif Santé Mentale, grande cause nationale. Moi, je m'appelle Camille Test, je suis journaliste, autrice. J'anime un podcast qui s'appelle Encore heureux, qui articule la santé mentale et les grandes questions de société. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir de chouettes invités pour discuter de la jeunesse et de ce qu'elle peut nous apprendre du point de vue de la santé mentale et surtout comment adapter notre monde, notre société à cette jeunesse. Avant de vous présenter mes 5 invités, je voudrais rappeler quelques éléments assez importants sur la question de la jeunesse et sur pourquoi c'est absolument central de se pencher sur le sujet de la jeunesse. On le sait, aujourd'hui, les jeunes souffrent particulièrement. Enfin, la santé mentale des jeunes est assez catastrophique. Par exemple, une enquête de la Mutualité française de 2025 dit que 25% des jeunes sont confrontés à de la dépression. On parle donc d'un quart des jeunes qui sont confrontés à de la dépression. C'est considérable, c'est plus qu'avant. Et évidemment, c'est un problème. Et malheureusement, selon l'OMS, le suicide est aussi la 3e cause de décès chez les 15-29 ans. Donc, en gros, nos jeunes ne vont pas très bien. On va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui, puis on va essayer surtout de réfléchir à comment faire mieux. D'autant qu'on est environ 5 ans après la crise sanitaire, après le Covid, et qu'on nous a un petit peu dit que voilà, c'était la faute au Covid. En fait, 5 ans plus tard, non seulement ça va pas mieux, mais ça va en fait encore moins bien. Si bien qu'on se rend compte que peut-être il faut arrêter de tout mettre sur le dos du Covid et aller un peu plus loin dans nos réflexions sur le sujet. Maintenant que j'ai dit ça, que faire? On va en parler avec mes invités que je vais avoir la joie de vous présenter. Hélène, je peux commencer par vous. Hélène Bouget, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Hélène, vous êtes vice-présidente chargée des luttes contre les discriminations et la défense des droits au FAGE, la fédération des associations générales étudiantes. Vous êtes aussi étudiante vous-même. Peut-être que vous pouvez nous parler un peu de la FAGE en 2 mots. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est pour des gens qui ne connaîtraient pas bien? Il y a lui. Très bien. Bonjour, je m'appelle Hélène, donc je suis vice-présidente chargée de la lutte contre les discriminations et la défense des droits au sein de la FAGE. Donc la FAGE, c'est la Fédération des associations générales étudiantes. Donc c'est une grande fédération qui représente 2000 associations et fédérations et représente environ 300 000 jeunes qui sont engagés au sein de la France en général. Et donc nos projets, ils vont dans un champ assez varié, ils touchent au portage politique, aux projets au sein des associations et des fédérations, donc pour les jeunes, pour les étudiants et les étudiantes. L'idée, c'est de pouvoir représenter tous les étudiants et toutes les étudiantes sur les problématiques qui peuvent être vécues au sein de l'université et au sein de la société au sens plus large. Voilà le petit point rapide sur l'impact que peut avoir la FAGE au sein de la société. Et de même, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, j'ai hâte qu'on en apprenne un peu plus sur votre expérience aussi en tant qu'étudiante. Vous êtes vraiment sur le terrain en tant que jeune. Je vais me tourner, Wally Cissé, vers vous maintenant. Peut-être si vous pouvez attraper un micro. Donc vous, Wally, vous avez 24 ans et entre autres talents, vous êtes conseiller numérique. Vous avez été accompagné par la Fondation Falleret. Je pense que le micro est branché. Vous avez été accompagné par la Fondation Falleret. Vous avez un long parcours de résilience en lien avec la santé mentale sur lequel on pourra revenir. Là, tout de suite, je voulais vous demander comment ça va. Peut-être qu'il y a quelques années, vous n'auriez pas pris la parole comme ça. Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va. Oui, je disais aujourd'hui, ça va. Ça n'a pas été possible. Et il y a eu un très très gros travail sur moi pour être devant vous aujourd'hui. On va revenir évidemment sur votre parcours. On va revenir aussi sur votre collaboration avec Abraham que je vais présenter tout de suite. Abraham Hamzaoui, vous êtes parmi beaucoup d'autres choses
Vous avez élaboré avec la Fondation Falleret un programme destiné aux ce qu'on appelle parfois les NEET. Ce sont des jeunes dont les parcours les ont conduits à s'écarter du monde du travail, du monde de la formation. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de ce projet et de comment vous avez eu cette idée et ce qu'il en est aujourd'hui? Oui, donc, dans le cadre de ce programme avec la Fondation Falleret, nous avons voulu en fait nous adresser à des jeunes qui sont en général qui passent sous les radars, ce qu'on appelle les NEET, c'est-à-dire les jeunes qui sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. Donc il y a beaucoup de décrocheurs scolaires par exemple, il y a des jeunes aussi, vous parliez de la santé mentale des jeunes qui étaient restés enfermés chez eux pendant 1 an ou 2 ans, quasiment sans voir personne. Et on a essayé de toucher ces jeunes. Et on a réussi à les toucher progressivement en recrutant quelques jeunes qui étaient suivis par la Fondation Falleret, notamment dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Et c'est finalement par forme de cooptation que les jeunes se sont recrutés progressivement entre eux. Pour faire quoi? Eh bien, pour apprendre à exercer la pensée critique en utilisant l'intelligence artificielle générative. Et donc en fait, on a, avec la Fondation Falleret, on a pu construire un cadre dans lequel les jeunes ont pu s'épanouir. Donc c'est dans les locaux au 128 Falleret. C'est encore une espèce de coworking en fait, donc avec un espace où ils étaient à l'aise, et puis un espace de libre expression, de travail. Et on leur a fait suivre un programme de formation pour apprendre finalement à adopter les codes de l'entreprise, mais à leur façon, dans un environnement où ils avaient la liberté en fait, de s'exprimer. Et ils étaient aidés par l'IA générative justement pour structurer leur travail. Donc on a beaucoup travaillé aussi avec des cabinets de conseil. On a travaillé avec des étudiants d'écoles de commerce, ce qui nous a permis en fait de créer un espace de travail varié avec les jeunes en fait, qui ont pu prendre conscience progressivement de leurs capacités et d'arriver finalement à libérer de certaine manière une force de travail interne qu'ils avaient, dont ils n'avaient pas conscience, parce qu'ils ont progressivement pris confiance en eux, parce qu'ils travaillaient dans un espace où la liberté n'était pas encadrée mais orientée, c'est-à-dire en fait on leur donnait la possibilité de choisir les sujets sur lesquels ils travaillent, mais par contre la manière de travailler a été très encadrée, notamment par l'application de ce qu'on appelle les soft skills, mais qui seront bientôt plus des soft skills, notamment dans le monde de l'IA, tout ce qui est pensée critique, travail collaboratif, travail sur la communication. Vous avez parlé de la prise de parole de Wally. Croyez-moi, Wally, qui avait du mal à prendre la parole, parfois quand il me parlait au tout début, quand je l'ai connu, je ne comprenais pas ce qu'il me racontait. Et progressivement, en fait, à force de s'exercer à prendre la parole, à présenter les projets qui le tenaient à cœur et de façon structurée, de façon challengée aussi par les ingénieurs, les consultants ou d'autres étudiants de l'école de commerce, et aussi challengé par ses pairs, par d'autres jeunes dans la même situation que lui, il a appris finalement à exprimer sa pensée, à défendre et à argumenter sur ses positions, sur ses points de vue. On va revenir bien sûr sur ce projet parce qu'il y a plein de choses à en apprendre. Avant ça, je vais continuer mon petit tour de présentation. Jennifer Borsellino, bonjour. Jennifer, vous êtes médiatrice en santé père en pédopsychiatrie. Vous travaillez avec des enfants, avec des jeunes qui ont parfois des difficultés de santé mentale très très lourdes. Vous accompagnez les familles aussi. Vous êtes maman d'une adolescente par ailleurs. Les chiffres que j'ai cités au début sur la santé mentale des jeunes, c'est ce quart de jeunes confrontés à de la dépression par exemple. Est-ce que ce sont des choses qui, depuis votre profession, vous étonnent ou est-ce que ces dernières années, vous avez vu les choses empirer? C'est quoi votre regard sur ça, vous? Mon regard sur ça, effectivement, oui, ces chiffres ne m'étonnent malheureusement pas. Et ces chiffres ne m'étonnent d'autant pas qu'à mon sens, au-delà des difficultés individuelles qu'on peut tous avoir et génération après génération, il y a vraiment aussi une réaction à une société qui ne va pas très bien et qui fait qu'il est très difficile quand même pour nos jeunes d'aller bien actuellement et je pense même pour tout un tas d'autres tranches d'âge et qu'on a tout à y gagner à collectivement faire attention au monde qui les entoure mais qui nous entoure en fait toutes et tous. Ça tombe bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, en discuter. Nathalie Roudot, vous êtes de votre côté la directrice d'un dispositif qui est finalement plutôt nouveau en France, qui s'appelle Nightline. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est en 2 mots ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être là pour parler de la santé mentale des jeunes en particulier. L'association Nightline repose sur une démarche de pair à pair. Donc c'est l'idée que des jeunes vont accompagner et soutenir d'autres jeunes. Et ça s'inscrit avec un accompagnement du coup qui est aussi structuré autour de professionnels de santé. Et donc parmi nos dispositifs, on a notamment une ligne d'écoute qui est nocturne et qui est tenue donc par des étudiants
pour d'autres étudiants et qui est un espace du coup de solidarité, de soutien, de recueil de la parole. C'est aussi une ligne d'écoute, en plus d'être une ligne d'écoute, c'est aussi une ligne d'information et d'orientation vers des professionnels de santé si besoin, vers des dispositifs dont les étudiants pourraient avoir besoin. Et toute la démarche de l'association, donc qui va au-delà de sa ligne d'écoute, est fondée dans une approche de solidarité et une approche aussi d'homologie des positions, c'est-à-dire de considérer chacun dans son altérité et dans une logique d'équivalent, d'homologue, en cassant un peu la symétrie d'une relation qui peut parfois exister entre le sachant et le patient. Donc voilà, on est là pour échanger un peu en toute simplicité et pouvoir se soutenir et créer de la solidarité. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé quand je vous questionnais sur ce dispositif, c'est que, alors qu'il est plutôt récent en France, il existe depuis les années 90 au Royaume-Uni, depuis même les années 70 aux États-Unis. Qu'est-ce que ça dit de notre société? Qu'est-ce que ça dit de la France? Parce que finalement, ces dernières années, on a beaucoup parlé de santé mentale, on parle beaucoup de santé mentale, sans doute une très bonne nouvelle. Mais est-ce qu'on était un peu largués jusque-là, en fait? Qu'est-ce que vous en pensez tous et toutes? Alors peut-être pour rebondir par rapport à l'histoire de Nightline, effectivement, la première Nightline, elle est née à l'Université d'Essex au Royaume-Uni dans les années 70. Elle a essaimé dans les années 90 en Europe, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Irlande. Et c'est un étudiant irlandais qui l'a créé en France en 2016, simplement en échangeant avec du coup une autre étudiante qui lui disait ne pas aller bien. Et Patrick, à l'époque, lui a simplement répondu appelle Nightline pour en discuter avec des étudiants formés sur le sujet la nuit. Et elle lui a dit c'est quoi Nightline? Et donc il a décidé d'enquêter effectivement et de creuser sur les dispositifs de prévention en santé mentale et de promotion de la santé mentale chez les jeunes. Et en 2016, on ne parlait pas en France beaucoup de santé mentale. La terminologie n'était pas employée, n'était pas visible. Et c'est vraiment 2020 pour le coup a joué un effet un peu d'accélérateur, c'est-à-dire que certes on constate qu'il y a une dégradation des données sur la santé mentale des jeunes, mais pour le coup, ce n'est pas non plus un phénomène nouveau. Et il y a 10 ans, on ne peut pas se satisfaire des données qui existaient et qui montraient qu'il y avait quand même des sujets sur la santé mentale qui n'étaient pas adressés et qui n'étaient pas nommés comme tels. Et la jeunesse est aussi un âge charnière de toute façon, sur lequel il y a un certain nombre d'instabilités, de ruptures, qui sont des terrains, des terreaux et des moments de rupture propices à ce qu'il y ait des situations qui puissent se dégrader et qu'on bascule d'une situation de détresse psychologique à une situation qui va s'installer dans le temps, qui va avoir des impacts sur l'ensemble de nos sphères de vie et qui, du coup, au moment où ce sera pris en charge, va être beaucoup plus lourd et beaucoup plus significatif. Donc l'idée, c'est d'intervenir le plus tôt possible et d'être le plus en amont. Mais effectivement, en France, c'est relativement récent et on en parle beaucoup aujourd'hui et c'est très bien, mais c'est pas parce que c'est la grande cause et c'est pas parce qu'on en parle plus qu'il n'y a pas encore un long chemin à parcourir, notamment sur les prises de conscience, notamment sur les stigmatisations associées aux troubles, notamment sur la définition même de la santé mentale. Hélène, vous, depuis votre position qui est, on l'a dit, une double position, notamment d'étudiante et finalement aussi de spécialiste de la santé mentale chez les jeunes étudiants, comment vous expliquez ce mal-être? Est-ce qu'on peut faire un lien entre le mal-être des jeunes et les études? Est-ce que finalement le problème, ça serait l'école? Je trouve que c'est assez intéressant. Le fait est qu'on parle vraiment du principe que le mal-être qui peut être ressenti par les étudiants et les étudiantes sont les études. Et c'est vrai, il y a un chiffre d'une enquête de l'OVE, d'une enquête bien-être, qui dit que 57% du mal-être et des pensées suicidaires peuvent venir des études et de la scolarité. Donc c'est quand même un chiffre qui est assez choc et qui met vraiment en avant à quel point ça peut augmenter les chances qu'on vive un cursus qui est compliqué. Mais il y a plus que uniquement les études qui jouent dans le mal-être des étudiants et des étudiantes. Il y a tout ce prisme qui va toucher à la précarité, au fait qu'il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui, lorsqu'ils retournent au domicile, ont un statut d'aidant ou un besoin de se salarier pour subvenir à leurs besoins. Donc c'est toutes les difficultés qui vont être en plus. Mais à côté de ça, il faut aussi tenir le cursus scolaire qui peut être un cursus qui est particulièrement long et épuisant. Donc l'université n'est pas l'endroit le plus propice pour améliorer la santé mentale des étudiants et des étudiantes, parce que finalement, ça rajoute une surcharge mentale, et une surcharge mentale va provoquer plus d'anxiété, parce qu'on va avoir une augmentation du mal-être. Mais c'est vraiment très important d'appuyer aussi sur le fait qu'il y a vraiment la précarité qui va beaucoup jouer. On en parle beaucoup, mais je pense qu'on n'en parle pas encore assez.
Et il y a aussi la autre question du logement, parce qu'on sait que la recherche de logement chez les étudiants et les étudiantes va de pair avec la précarité, avec la difficulté de trouver. Et finalement, on a un peu un effet boule de neige parce qu'il y en a une chose qui est compliquée et ça découle sur tout le reste, hein, qui fait qu'il y a un ressenti général qui va être beaucoup plus difficile à vivre. Mais après, c'est un côté un peu pessimiste. Évidemment, il y a des choses qui sont proposées pour améliorer. C'est intéressant que vous parliez de précarité parce que c'est effectivement, quand on regarde par exemple des chiffres comme ceux de l'enquête de Mutualité française, les conditions de vie jouent énormément. 47% des jeunes en grande précarité souffrent de dépression, soit plus de 3 fois que les jeunes sans difficulté économique. Donc, de fait, ça n'étonnera personne que notre contexte social joue. Il n'empêche que c'est peut-être pas toujours exactement à ça qu'on s'adresse en premier lieu quand on cherche à accompagner les gens sur leur santé mentale. Je voudrais bien, Abraham, peut-être vous entendre sur justement ces conditions d'études, parce que vous me disiez quelque chose de très intéressant. Vous expliquiez que dans votre projet, vous avez observé que des jeunes vous arrivent qui ont eu des difficultés scolaires, des difficultés en formation, et en fait vous creusez, vous vous rendez compte que souvent ce sont des personnes qui ont des capacités intellectuelles extraordinaires, beaucoup de très haut potentiel. Donc comment on explique ça finalement ? Effectivement, nous, la santé mentale, de ce qu'on a pu constater empiriquement, hein, c'est que c'est vraiment, ça influe la capacité de développement personnel en réalité. Et même donc, pour construire une vie et s'intégrer dans le système économique. Parce que quand on faisait des ateliers avec les ingénieurs et les consultants, je me suis dit, mais ces jeunes-là, ils ont quand même des choses très intéressantes à dire. Et ensuite, donc, la Fondation Falleret, avec le partenariat avec l'association de l'Habitat, on a décidé de faire des tests psychologiques sur les jeunes. Et on s'est rendu compte qu'en termes de capacité cognitive, en termes de QI, ils étaient très au-dessus de la moyenne. Il y avait beaucoup de haut potentiel dans le groupe et surreprésentés par rapport à la population, d'une part. Mais d'autre part, ils avaient beaucoup de symptômes psychologiques, d'anxiété, de dépression, de somatisation, etc. Donc ils avaient tout un ensemble en fait, de symptômes psychologiques qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas exprimer pleinement leur potentiel. Donc on a travaillé justement pour... donc ça nous a permis d'objectiver des éléments qu'on avait déjà ressentis dans la pratique. Et on a commencé en fait à construire une réponse collective par rapport à ça. Et on a travaillé surtout sur donner les moyens aux jeunes de prendre confiance en eux-mêmes. C'est-à-dire par des réussites concrètes. Par exemple, vous parliez de prise de parole. Pour ces jeunes, même en petit groupe, ils n'arrivaient pas à prendre la parole, à exprimer leurs pensées, à exprimer ce qu'ils pensaient sur un sujet. Et donc ce travail en fait, de prise de confiance en eux progressive était un élément très important. Vous avez parlé tout à l'heure effectivement des situations sociales aussi. Hein. Ces jeunes sont souvent dans une position d'aidant familial. Ils sont poussés par les parents à aller trouver rapidement un travail alimentaire, donc ce qui est incompatible avec une formation ou avec une éducation. Et en même temps, donc, des problèmes de santé physique, ils sont aidants familiaux, donc ils aident en fait à surveiller par exemple leurs petits frères, leurs petites sœurs, et en plus on leur demande d'aller travailler et gagner rapidement de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Donc tous ces éléments en fait, de contraintes, plus le regard que porte la société sur eux, parce que ça il faut le dire très clairement, quand vous les voyez débarquer, nous, en arrivant en entreprise, on les voyait, ils étaient en survêtement noir, etc. Ils avaient tout de suite, forcément, ça suscite des réactions. Et on ne comprend pas que ces jeunes-là, en fait, ils ont un potentiel. Et donc, finalement, il y a tout un potentiel économique même qui est complètement sous-utilisé parce qu'il y a des contraintes sociales, mais surtout parce qu'il y a un problème de santé mentale. Vous avez utilisé une expression que j'ai trouvée très intéressante qui est, quand on préparait cette entrevue, j'entends, c'est la question d'être sur des voies de légitimation ou pas. Vous m'avez dit qu'il y avait des jeunes qui grandissaient dans des espaces, dans des familles, dans des contextes sociaux où en fait on leur disait depuis tout petit qu'ils allaient faire des études, que en fait voilà, ils étaient assez intelligents pour ça, que c'était finalement naturel en fait. D'autres pas du tout. Et que en fait ça c'était un critère majeur dans ensuite le fait de se sentir légitime à étudier et de se sentir bien et peut-être de ne pas être constamment dans se questionner sur voilà, suis-je capable, je ne le suis pas, enfin se raconter une histoire négative ou positive dans sa tête finalement. Oui, et justement, on a dû un peu casser les codes par rapport dans l'innovation pédagogique, parce que c'est un projet qui était financé par le Conseil régional d'Île-de-France et la GFIP. Et l'autre enjeu, c'était véritablement de faire de l'innovation pédagogique, parce que c'était explicitement demandé par nos financeurs. Et donc, le fait de prendre une posture différente par rapport au système scolaire auquel ils étaient habitués, en fait, ça leur a permis de se décomplexer
par rapport à la connaissance, par rapport à l'apprentissage. Ils ont vu qu'il y a d'autres façons d'apprendre, d'autres manières de travailler qui pouvaient en plus être aidées. Alors ça peut paraître, je sais que c'est beaucoup décrié, mais pour apprendre par soi-même avec l'IA générative, si on est bien accompagné, si on est bien encadré, c'est extrêmement puissant. Et c'est comme ça qu'ils ont pu travailler, apprendre par eux-mêmes et finalement à se créer une légitimité fondée sur leur propre capacité, pas sur la reconnaissance institutionnelle extérieure, mais par le fait de se dire, mais moi en fait je suis capable de proposer, de faire une analyse par exemple de business model d'une société de gaming et de la défendre face à des étudiants en école de commerce ou de la défendre face à des consultants et d'avoir une qualité d'argumentation qui est même supérieure à ceux qui sont parfaitement intégrés dans le système. Et donc nous, en fait, notre confrontation permanente a été ceux qui sont dans le système, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui ont fait des études supérieures, des Bac+5 souvent prestigieux, qui sont dans les grands groupes. Ils étaient confrontés aux jeunes et ce n'était pas la posture institutionnelle qui importait, c'était sur le sujet, sur le fond et la qualité de l'argumentation. Et ça leur a donné confiance en eux. Si on enlève toutes les étiquettes, sur le fond, leur manière de voir le sujet apporte une vraie plus-value et était reconnue par les participants indépendamment du statut. Justement, j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu plus en détail sur ce moment où les jeunes vont rencontrer le monde du travail. Wally, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de... quand vous avez commencé à travailler, vous êtes arrivé et en fait, vous vous êtes profondément ennuyé dans le monde du travail. On vous proposait toujours les mêmes tâches. Comment vous l'avez vécu ça? Est-ce que vous pouvez nous partager un peu cette expérience? Ouais. Ben, moi, de mon côté, j'ai fait des études en administration, mais ce n'était pas ce qui me plaisait le plus. Donc, j'ai fait des postes justement dedans, on me donnait des tâches. Je suis quelqu'un qui a besoin justement d'être stimulé. Si j'ai des tâches répétitives, ben, je vais m'ennuyer très vite. Donc finalement, je faisais mes tâches, mais il n'y avait pas de plaisir et je n'ai pas pu continuer et poursuivre dans cette voie-là. Pareil, quand j'ai fait des études en développement web et applications mobiles, à un moment donné, c'était toujours les mêmes tâches et dès que je vais commencer à m'ennuyer, ben, finalement j'arrête et je change de domaine. Donc là aujourd'hui, à dire j'ai de la chance où je suis conseiller numérique, j'accompagne différents publics à la maîtrise, à l'utilisation, que ce soit l'ordinateur ou le téléphone. Et comme ce n'est pas toujours les mêmes publics, les mêmes tâches, ben finalement, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Donc, il faudrait... Bon, je sais, pour l'instant, ça va. J'ai pas encore de... Et je ne m'ennuie pas. On verra dans quelques années, mais on va dire que je suis satisfait de mon poste. J'ai l'impression que ce que vous racontez, ça fait écho à beaucoup de parcours de jeunes, et par exemple même au mien, qui moi j'estime que je suis encore un petit peu jeune. Et voilà, ce truc d'arriver dans le monde du travail, de s'ennuyer, d'avoir beaucoup à offrir, de pas forcément trouver d'endroit pour exprimer toute la richesse de nos compétences, de nos envies, surtout à un âge où on a carrément l'énergie pour le faire. J'aimerais me tourner vers vous, puisque vous avez quand même une certaine expérience sur le sujet. Est-ce que les jeunes, les nouveaux jeunes sont encore plus exigeants de ce point de vue-là, ou est-ce que c'est qu'on les écoute plus? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce besoin de se nourrir, ce besoin de faire des choses différentes? C'est quoi votre regard là-dessus? J'ai l'impression qu'en fait, envers les jeunes, il y a on impose un regard d'excellence et de refus de l'erreur qui est assez important et qui correspond d'ailleurs très bien aussi au regard et à la pression que ressentent les personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale. Donc d'autant plus quand un jeune a une difficulté de santé mentale, il a un peu cette double peine où effectivement il faut être rentable, il faut être efficace, il y a peu de droit à l'erreur. Alors moi je suis peut-être un peu moins jeune, mais à mon époque, justement, il y avait un peu ce côté c'est bon, t'es jeune, ça te passera. Voilà, il y avait un peu quand même ce droit à l'erreur de, par exemple, je sais pas, aller à la fac et puis finalement ne pas du tout y arriver et puis aller dans le monde du travail. On pouvait en fait avoir ces parcours un petit peu cabossés, qui n'étaient pas complètement linéaires. On nous demandait pas à 13, 14, 15 ans de déjà se projeter sur le
master qu'on allait avoir. Et je trouve que maintenant, il y a une exigence envers eux où il faut arriver tout de suite en ayant tout bien imaginé, construit, en ayant déjà fait nos 10 dernières années en fonction de ce projet-là, et de peu laisser en fait la place à la singularité, à la différence, à l'erreur aussi, tout simplement. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage, et c'est quelque chose que les personnes en situation de handicap, que ce soit d'ailleurs cognitif ou psychique ou physique, nous disent depuis quand même très longtemps, on n'a pas ce droit à l'erreur. Quand on fait un projet de formation, il faut absolument savoir déjà en avance qu'on va y arriver, qu'on va le tenir, qu'on va s'y épanouir et qu'on va le réussir. J'ai l'impression que ce modèle sociétal s'applique de plus en plus aux jeunes et de plus en plus dans un bas âge. Et je trouve ça extrêmement dommageable. Déjà, à quel point on leur met une pression qui est inutile, et à quel point aussi on les met, dès qu'il y a une situation d'échec, comme ça y est, c'est vraiment très préjudiciable à ton parcours et à ta personne, en fait. Chose que on avait quand même, je trouve, beaucoup moins il y a quelques décennies en arrière. Et je suis vraiment, moi, à titre personnel, persuadée que ça joue énormément sur leur santé mentale, leur sentiment d'échec qu'ils peuvent ressentir, à quel point ils sont quand même scrutés et pointés du doigt dès qu'il y a un échec. Nathalie. Merci. En rebond, du coup, à ce qui vient d'être dit, puis votre question un peu, je me dis qu'il y a peut-être aussi une dissonance entre ce qu'on dit de la jeunesse, ce qu'on pense et ce qu'on fait réellement avec la jeunesse. C'est-à-dire que, du coup, du point de vue d'où je suis chez Nightline, par exemple, on a des fondations ou des entreprises qui trouvent que, waouh, c'est super de faire confiance à la jeunesse, justement d'être dans cette dynamique de pair à pair, d'accompagnement des jeunes par les jeunes. Mais par contre, quand on regarde un peu plus près et qu'on voit qu'en fait, les instances décisionnaires chez nous, elles sont composées de jeunes, que notre conseil d'administration, en fait, ce sont des étudiants. Là, tout d'un coup, il y a un peu de doute mais comment est-ce qu'ils peuvent prendre des décisions en fait, mais du coup, qui d'autre, à part les jeunes, prennent les décisions? En fait, le conseil d'administration, il est composé de jeunes et des étudiants. Et notre travail, du coup, c'est de les accompagner à prendre les bonnes décisions, mais c'est pas de la consultation, c'est de les mettre dans des situations où ils sont en capacité de s'impliquer et de prendre des décisions par et pour eux-mêmes. Et en fait, je pense que plus globalement, il y a cette idée que faire confiance à la jeunesse, en fait, ça apparente parfois à des consultations un peu factices ou un peu pour qu'il y ait un jeune sur la photo. Mais en vrai, la parole des jeunes, ce que les jeunes ont à dire, ce qu'ils en pensent, on ne sait pas trop toujours quoi en faire. Et je pense que dans la partie notamment santé mentale, dans la partie sens, dans la partie utilité, trajectoire professionnelle, on aurait à gagner, à écouter et à mettre les jeunes beaucoup plus au cœur. Et ça ne veut pas dire qu'il faut non plus faire, j'allais dire, du jeunisme. Et il faut aussi marier l'expérience, conjuguer le savoir expérientiel et l'expérience et l'expertise. Et ça, je pense que c'est un peu une philosophie et qu'il faut la développer pour tout. Quand on conçoit un nouveau programme en santé mentale ou autre, si on veut qu'il soit destiné aux jeunes, il faut impliquer les jeunes, mais pas les consulter à un moment donné. Il faut les impliquer de bout en bout. Et typiquement, chez Nightline, c'est vraiment notre démarche. Je parlais de pair à pair, mais en fait, on est plutôt sur une démarche de santé communautaire où on considère que la communauté, les jeunes, sont bien placés pour agir et transformer la communauté de l'intérieur. Et on vient outiller et apporter les professionnels à des étapes clés et à des moments où c'est nécessaire pour de l'éthique, pour du cadre, pour plein de choses. Mais pour que ce qui soit créé corresponde à un besoin, corresponde à un vécu et soit vraiment par et pour les jeunes. Vous parlez de l'importance de mettre les jeunes au centre des dispositifs. J'ai aussi l'impression que la jeunesse actuelle est confrontée à des situations qui n'étaient pas forcément celles des plus anciennes générations. On sait par exemple que 77% des jeunes s'inquiètent de la crise environnementale actuelle et encore plus à venir. Ça, c'est une situation dans laquelle, clairement, je ne sais pas, moi, quand j'en parle avec mes grands-parents, c'est pas quelque chose qui les inquiétait ou qui leur donnait de l'anxiété. Ils n'étaient pas tellement anxieux non plus
de, je ne sais pas, est-ce qu'ils auraient une retraite ou pas. J'imagine que ce bruit-là, que ce contexte social, politique, économique, il a des conséquences sur la jeunesse. Vous, Hélène, par exemple, c'est des choses qui vous occupent? Oui, ah bah, bien sûr, oh, ça tombera pas plus bas. Bien sûr, toutes les questions géopolitiques, toutes les questions environnementales, c'est des questions qui reviennent énormément et c'est un impact, merci beaucoup, qui peuvent particulièrement remonter. Je pense qu'on a la chance d'être de plus en plus sensibilisé à ces thématiques. Et vu qu'on est de plus en plus sensibilisé à ces thématiques, on y est de plus en plus attentif et on se pose de plus en plus de questions. Mais le problème aussi de se poser ces questions, c'est qu'on remet beaucoup en cause énormément de choses, on remet beaucoup en doute. On se positionne peut-être plus qu'avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'engagement, il va être différent. La façon dont on va vouloir voir le travail après, il va être différent. On va avoir une forme d'engagement dans le travail qui va rien avoir. Parce qu'on va être beaucoup plus attentif à quel point est-ce que s'engager dans ce travail va convenir à nos valeurs, à nos thématiques sur un point de vue environnemental. Est-ce que ça va convenir à ce qu'on a envie de porter pour les générations futures ou non? On est beaucoup plus, je dirais, impliqués là-dedans. Je ne dis pas qu'avant, ils ne l'étaient pas. Je pense qu'ils le sont aussi, mais ça se voit encore plus maintenant. Et donc, le fait que ça se voit plus, ça fait peut-être qu'on fait plus de bruit sur certains points qu'on entendait moins avant. Et l'éco-anxiété, pour le coup, est une énorme source d'angoisse. Une source d'angoisse qui est avérée avec des consultations qui sont nécessaires, un suivi qui est indispensable si on veut espérer ensuite que ça soit des jeunes qui décident de s'impliquer dans le travail, d'avoir une insertion professionnelle qui sera adéquate aussi. Abraham, je voyais que vous vouliez réagir. Oui, c'est sur la construction des dispositifs de formation avec les jeunes, en fait. Parce que nous, on l'a construit avec eux, le programme pédagogique. Quand je dis qu'on construit, c'est pas qu'on est à leur dire qu'est-ce que vous voulez, on va le faire. Non, c'est en fait naturellement, on a testé plusieurs approches. Et c'était fondamental parce que j'étais face à des jeunes, en fait, ils pouvaient disparaître du jour au lendemain. Et tous les matins, quand j'arrivais au début, je me disais, mais qui c'est qui va être là, qui c'est qui va pas être là? Entre ceux qui arrivent en retard, ceux qui ont eu des empêchements parce qu'ils ont été accompagnés, la petite sœur ou la maman à l'hôpital, ma grande angoisse dans les premiers mois, c'est de me dire, mais est-ce qu'ils vont être là le lendemain, est-ce qu'ils vont revenir? Et tous les éducateurs qui les connaissaient, qui les avaient accompagnés par ailleurs, ils me disaient, mais ils ne tiennent jamais en place dans un dispositif, au bout de quelques semaines, ils disparaissent. Et ben, nous, on a eu la chance, en fait, on a eu un taux de rétention extrêmement élevé sur 18 mois. Il n'y a quasiment pas eu de départ, à part un ou deux cas, de toute façon, qui étaient prévisibles depuis le début. Et parce qu'en fait, il y a un collectif entre les jeunes qui s'est construit d'abord. Et c'est ce collectif-là, en fait, qui était le socle qui nous a permis, en fait, de les impliquer concrètement dans la construction de la formation. Alors, peut-être que Wally pourra peut-être témoigner dessus, mais nous, on était vraiment exposés au risque que le jeune dit mais moi, ça ne m'intéresse pas ce que tu proposes, et il s'en va. Et c'était vraiment donc on était vraiment naturellement amenés à collaborer, à coopérer pour réussir à mettre en place un programme de formation en commun. Donc, si je comprends bien, c'est sortir un peu de cette position très passive que peut avoir l'enseignement. Enfin, on a cette image d'être sur ça. J'ai des souvenirs horribles d'heures passées sur une chaise à attendre qu'on me dise quoi faire. C'est un peu le contraire. Exactement. Ils étaient vraiment des mini-entrepreneurs, si vous voulez. D'ailleurs, ils ont tous comme ils n'arrivent pas à rentrer entre guillemets dans le système, bah, en fait, ils ont l'habitude de se débrouiller par eux-mêmes. Et donc, en fait, si on leur donne l'opportunité de s'exprimer, de faire quelque chose par eux-mêmes, eh ben, ils la saisissent, cette opportunité. Et ça, c'était vraiment un élément qui m'avait marqué. On parlait du cas de Wally. On lui avait trouvé un partenariat avec l'assurance maladie de Paris, un travail de technicien administratif. J'exagère un peu, mais tu t'es un peu enfui finalement. Tu n'as pas supporté le cadre de travail qui est très hiérarchisé, très formel, très répétitif aussi dans les tâches. Et finalement, j'ai dit ok, tu reviens, reviens à la formation. Et Wally en fait a construit lui-même son projet. Si aujourd'hui il est conseiller numérique et il est employé par une collectivité locale, c'est parce que c'est lui qui a fait la démarche, c'est lui qui a tout construit. On n'a rien fait pour lui, on l'a juste mis une situation où il a la possibilité de s'exprimer. Et donc il a tout construit lui-même comme un auto-entrepreneur finalement. Je te laisse peut-être Wally en dire plus. Oui, parce que ouais, c'est bon. Parce qu'à l'assurance maladie, je suis quelqu'un, j'aime pas être entre guillemets emprisonné. Donc finalement, j'avais les tâches, j'avais un cadre et je ne suis pas resté longtemps. Donc j'ai fait 2 mois et j'ai cherché autre chose qui me correspondait. Donc je me suis renseigné sur la fracture numérique où là il y avait un énorme besoin. Donc j'ai regardé s'il n'y avait pas des formations et même
Donc je suis tombé sur un service civique au département, en Seine-Saint-Denis, où là j'ai passé un entretien. Le tuteur qui m'accompagnait, que j'ai vu pendant l'entretien, lui et moi, finalement, on se ressemblait. Donc il a accepté tout de suite, parce que j'avais cette variété de compétences qu'il s'est reconnu. Donc c'était pendant l'été 2024. Ouais. L'été 2024, j'avais postulé, j'ai commencé en septembre. Et là, pareil, pendant ce service civique de 6 mois, le tuteur me faisait confiance. Parce qu'il a vu de quoi j'étais capable, je faisais mon travail et il me laissait cette liberté-là. Pareil il avait sa responsable, elle aussi, elle a vu que je travaillais. Donc j'avais cette liberté de proposer des idées. Et là, quand j'ai candidaté dans le poste de conseiller numérique, il fallait une formation. Mais malheureusement, pour cette formation-là, il fallait une structure. Voilà, ils ne sont pas cohérents. Donc on nous demande de trouver une structure qui nous accepte de faire la formation, parce que c'est un dispositif qui a été mis en place par l'État. Mais moi, je n'avais pas forcément la formation. Et pendant l'entretien, pareil, c'est avec la mairie de Montfermeil. Ils ont vu les compétences, mais ils ont vu que je n'avais pas la formation. Ils ont fait le pari de me prendre quand même. Donc là, aujourd'hui, je suis encore là et je suis là pendant 1 an avec un contrat renouvelable de 2 ans. Mais il faut cette liberté, justement. Parce que, après, c'est mon cas à moi, parce que j'aime pas être enfermé dans des cases. Si on fait confiance aux jeunes et qu'on laisse cette liberté, là, pareil avec Abraham, on avait cette liberté. Je suis resté durant les 18 mois. Alors, est-ce que vous êtes familier du concept de conscious unbossing? Est-ce que ça vous parle? C'est l'idée c'est le fait de délaisser volontairement des postes de manager et de ne pas vouloir viser des postes de manager, en gros, et plus de la moitié de la Gen Z, donc 52%, ne veut pas être manager, selon une étude de Robert Walters. C'est beaucoup plus que les générations d'avant. Ça, je trouve ça intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose un peu pour vous, comment vous l'analysez? Est-ce qu'il y a quelque chose un peu d'une sorte de rejet du monde du travail en général et de dire, bon, de toute façon, en gros, la planète brûle, on n'aura pas de retraite, donc on ne va pas en plus bosser 70 heures par semaine? Comment vous l'analysez, ça, en fait? Alors, je ne suis pas sûre d'être sur cette analyse-là, en tout cas, sur cette lecture-là. Je pense que ça a été dit, en fait, tout à l'heure, par Wally notamment, mais il y a une question, en fait, un peu de sens ou d'alignement, en fait, tout simplement, peut-être, qu'est-ce que les jeunes cherchent plus aujourd'hui ou différemment ou autrement? C'est une forme d'alignement entre ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent, ce qu'ils font. Et on ne travaille pas pour travailler de façon alimentaire ou alors ça devient alimentaire, mais du coup, il y a une forme de désengagement. Donc, il y a un peu, en tout cas, pour une partie de la jeunesse, c'est pas forcément vrai non plus pour toutes les jeunesses. Il faut se dire que les jeunesses, il y a des jeunesses plurielles, mais en tout cas, pour une partie de la jeunesse, il y a beaucoup plus la volonté d'abord de trouver du sens, et ensuite de trouver la carrière, etc., etc. Donc sur la question managériale, je pense que si on travaille, si les jeunes sont passionnés par ce qu'ils font, à mon avis, c'est pas là-dessus qu'ils vont regarder leurs engagements horaires, etc. Je dirais ça peut se traduire aussi sur le bénévolat, par exemple. On projette beaucoup le bénévolat ou l'engagement comme étant quelque chose qui prend du temps, donc qui peut être réservé plutôt à des personnes en retraite qui ont plus de temps. Or, il y a un engagement chez la jeunesse, un engagement bénévole, un engagement militant qui est extrêmement fort et qui est documenté et qui progresse d'année en année. Et ça, pour moi, ça montre bien cette logique d'alignement et de question du sens. C'est que ça peut être une traduction bénévole, ça peut être du militantisme, mais ça peut être aussi une énergie qui est mise au service d'une vie professionnelle dès lors que cette vie professionnelle suscite ce même épanouissement et ce même alignement. Et du coup, sur la partie éco-anxiété, par exemple, je trouve que moi, je sais que la terminologie est discutée d'éco-anxiété. Finalement, est-ce que le sujet c'est l'éco-anxiété ou c'est l'anxiété générée par une inaction face à un élément qui va devenir inéluctable si on ne le prend pas à bras le corps?
voilà, il y a différentes manières de formuler le sujet, mais selon même comment on pose le sujet, on prend déjà un peu position dans le débat et on invite à une responsabilité individuelle ou collective. Et je pense que les jeunes ont envie ou besoin que la responsabilité soit portée là où elle doit l'être, c'est-à-dire de manière plutôt collective plutôt qu'individuelle. J'ai l'impression que dit autrement, sur la question de l'éco-anxiété, c'est que si la solution consiste à proposer des espaces thérapeutiques pour que les jeunes en parlent, ça ne suffira pas tant que l'inaction environnementale et climatique autour est ce qu'elle est aujourd'hui. Abraham, je vous voyais réagir. Oui, alors je ne sais pas si c'est représentatif ou pas ce rejet d'occuper des fonctions de management, hein, si j'ai bien compris. Hein. En tout cas, ça se comprend très facilement parce que le management, c'est une forme de servitude. Et je pense que les jeunes ils veulent plus de liberté et d'options, en fait. Hein. Qui dit management dit s'intégrer dans un cadre très formel, très rigide. C'est très rare qu'on ait des latitudes. Comment ? Voilà, par exemple, vestimentaire, même si de moins en moins de... Mais effectivement, c'est une forme de servitude. Et je pense que nous, dans nos générations, on l'acceptait facilement. Mais je pense que les jeunes générations, elles aspirent à autre chose. Mais finalement, est-ce que c'est pas bon signe, Jennifer ? Oui, pour moi, oui, je pense que ça l'est. Par exemple, on le voit bien avec l'éco-anxiété, même si, oui, la terminologie est discutée. Je pense que c'est très bon signe de s'en inquiéter, parce que c'est inquiétant. Enfin, je veux dire, factuellement, moi, il me semble quand même plus inquiétant de ne pas s'en inquiéter. Donc, au contraire, je trouve que c'est plutôt... bon signe de voir que les jeunes, certains jeunes s'inquiètent de l'évolution sociétale, de l'évolution de notre mode de vie, de l'évolution de notre planète. Tant mieux, j'ai envie de dire. À mon sens, c'est plutôt les générations d'au-dessus dont je ne comprends pas forcément qu'ils ne s'engagent pas dans la même lignée. C'est bien, ils ont pu voir des générations précédentes pas forcément bien vivre les choses, parce que c'est pas parce que les générations d'au-dessus étaient souvent plus dociles qu'elles étaient plus épanouies. Eux essayent de faire autrement. On a vu avec la planète, effectivement, pendant tout un temps, on ne savait peut-être pas forcément à quel point ça allait être catastrophique, mais ça fait quand même maintenant un moment que les choses commencent à être dites et que maintenant on le voit et on le vit. Tant mieux qu'ils réagissent et on devrait tous, peu importe notre âge, être à leur côté et réagir avec. Alors, sur la santé mentale, on sait que l'un des grands obstacles au fait d'aller mieux, c'est le fait de ne pas en parler, mais peut-être parfois ne même pas voir, au fond, ne même pas conscientiser qu'il y a un problème. D'ailleurs, Wally, quand on discutait ensemble, vous me racontiez un peu votre parcours, vous me disiez que certains obstacles avaient pu avoir lieu, le fait peut-être que dans votre famille, on ne parlait pas tant que ça de ses émotions, de si on allait bien ou pas. Il y a peut-être aussi la question de la masculinité parfois, où on sait que les hommes, les garçons ont parfois encore plus de difficultés à mettre des mots sur leur souffrance psychique. Par exemple, des chiffres encore, 38% des jeunes ont déjà, seulement en fait, 38% des jeunes ont déjà parlé de leur santé mentale à un professionnel. Parmi ceux qui ne l'ont pas fait, beaucoup évoquent la peur du jugement ou de la stigmatisation. Bon, ça n'étonnera évidemment personne. Mais comment on fait concrètement pour déstigmatiser ? D'ailleurs, est-ce qu'on y arrive ? Est-ce qu'on est en bonne voie selon vous ? Est-ce que ça va quand même mieux qu'avant ? Ça peut être un peu pessimiste. Je dirais qu'on est en bonne voie, mais que c'est pas encore ça. Parce que on commence à débunker, on commence à déstigmatiser les termes, les situations, la difficulté qui peut être mise en avant. Pour autant, ça restera encore pendant, je pense, un long moment, un sujet qui va être trop compliqué à aborder, que ce soit au sein de l'université, que ce soit au niveau de l'insertion ou de l'orientation professionnelle ou au sein de ce supérieur, d'envisager de demander ou d'avoir des congés qui sont dédiés à un mal-être au niveau santé mentale ou psychiatrie ou autre, c'est encore très compliqué parce qu'il y a vraiment cette connotation de si la personne a une santé mentale qui est peut-être, comme on pourrait le décrire, vacillante ou pas assez stable, c'est une personne qui ne sera pas en capacité de suivre des études, une personne qui ne sera pas en capacité d'obtenir un travail et de le maintenir ensuite. Donc il y a quand même encore cette connotation qui est très négative et qui est encore très ancrée dans la société, même si on en parle encore beaucoup. On le voit déjà premièrement quand on en parle à la famille. En général, il y a une très grosse difficulté à aborder ce genre de sujet avec la famille parce que la famille ne comprend pas. Il y a très souvent cette phrase que vous avez peut-être déjà entendue du « pourtant, t'as tout, pourquoi est-ce que tu te plains ou pourquoi est-ce que ça ne va pas ?» Et donc avec ces petites phrases qui arrivent comme ci, comme ça, on a vraiment cet environnement autour de la santé mentale qui va paraître encore assez sain. Pour autant, on voit qu'on en parle de plus en plus.
gros sujet de ces jours-ci, c'est le fait que ça soit cause nationale, et c'est un très bon point de savoir que ça ressort. Pour autant, c'est pas encore suffisant. Moi, j'aimerais réagir à ce point-là, parce que alors, pour travailler en pédopsychiatrie, mais bon, plus largement dans les services de soins liés à la santé mentale, je pense qu'ils ont été les premiers vecteurs de stigmatisation des personnes qui avaient des troubles psychiques. Pendant longtemps, la santé mentale a été considérée comme la présence ou l'absence de troubles. Et présence de troubles signifiait presque, d'ailleurs dans le milieu du soin aussi, quelque chose de quand même très excluant, qui mettait en marge de la société. Ce n'est pas si ancien que ça que les soins en santé mentale prônent d'être pleinement intégrés dans la vie de la cité. C'est vraiment pas très vieux, historiquement parlant, et même très concrètement, si on part complètement on met de côté la question asilaire de l'époque, mais même maintenant, les questions de réhabilitation psychosociale en psychiatrie, c'est vraiment encore pas du tout la majorité des services. Et donc, on voit bien à quel point le fait d'être dans la société, donc à la fac, à l'emploi, dans une famille, c'est aussi quand même assez représenté par l'image des soignants eux-mêmes de la santé mentale. Nathalie. Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et peut-être un point en prolongement, il y a aussi un enjeu du traitement médiatique de certains faits divers ou de la manière dont on parle de façon générale de la santé mentale, avec des amalgames qui viennent saper un travail de fond et un travail de terrain qui peut être fait. Donc je pense qu'il y a un enjeu de formation sur ces sujets-là, d'information et de formation. Et donc de formation, ça part des professionnels elles et eux-mêmes, des étudiants et des jeunes qui aspirent à devenir des professionnels de santé par exemple, mais ça tient aussi à tous ceux qui tiennent le micro et qui effectivement font rapidement des amalgames entre absence ou présence de troubles, dangerosité quand on a un trouble de la santé mentale. Donc ce travail de déstigmatisation, il est extrêmement long, et pour moi c'est une pierre angulaire. Si on déstigmatise, on libère plus facilement la parole, parce que si on peut dire effectivement je m'arrête de travailler parce que je suis en dépression, du fait aussi facilement et aussi simplement, et être encouragé et soutenu par ses collègues, si on dit je me suis cassé la jambe, je m'arrête et je reviens quand ça ira mieux, en fait ça changera beaucoup de choses. Mais pour ça, il faut passer par la déstigmatisation pour libérer la parole, normaliser, et aussi aider, enlever l'autostigma, c'est-à-dire que quand soi-même on a un trouble de la santé mentale, en fait on a ingurgité tous les stigmas qui sont associés, toutes les limites aussi, de se dire alors je suis pas capable je suis bipolaire, donc je pourrais pas entreprendre, avoir une vie de famille, etc. etc. En fait, il y a des tas d'exemples qui démontrent le contraire, et donc là aussi il y a un enjeu peut-être de modèle, ou de montrer non pas des trajectoires exceptionnelles, des gens qui avec un trouble de la santé mentale ont réussi des choses exceptionnelles, mais simplement qui ont une vie ordinaire, et qui n'est pas avec des moments de rétablissement, de rechute et de rétablissement, et des moments difficiles. Mais je dirais aussi, comme tout le monde, y compris des gens qui n'ont pas de problème de santé mentale, on peut avoir des arrêts de travail, avoir des difficultés dans sa vie, avoir des épisodes de détresse, etc. Donc c'est pas linéaire, et il faut qu'on puisse le montrer, le démontrer. Et c'est ça qui participe, et qui participera aussi d'une libération de la parole. Donc effectivement, nous, avec les jeunes qu'on suivait, donc on voulait leur faire des bilans psychologiques et ensuite un suivi avec un psychologue. Alors, ce ne sont pas des jeunes qui ont des problèmes pathologiques, hein, c'est juste des problèmes qui sont pas négligeables, mais c'est de dépression, ou d'anxiété. Et en fait, quand on avait obtenu un budget pour faire ces bilans et ces suivis psychologiques, en fait, la question qu'on s'est posée, mais comment on va aborder la question avec eux ? Parce qu'on s'est dit, mais peut-être qu'ils vont refuser, etc. Et donc, on a pris un peu au hasard un des jeunes, on a discuté un peu avec lui individuellement. Et puis, lui-même, lui, il a accepté. Et à partir du moment où il y a un jeune qui a accepté, le deuxième a accepté, le troisième, finalement, tout le monde a accepté. On a même eu des demandes qui allaient au-delà de notre budget. Donc, il y a des jeunes qui n'ont pas pu suivre, qui n'ont pas pu faire le bilan psychologique, ni suivre l'accompagnement psychologique. Et finalement, on s'est rendu compte qu'ils ont une relation beaucoup plus ouverte sur la question qu'on imaginait. On pensait que ça allait bloquer, et non, au contraire, ils étaient demandeurs, parce qu'il y avait en fait un climat de confiance déjà qui était instauré. Et quand on leur a proposé ça, ils ont accepté assez facilement, et à notre grande surprise, on n'a même pas pu répondre aux demandes des jeunes.
Voilà, donc Wally n'a pas suivi par exemple parce que lui était déjà en emploi à l'époque, mais il y a d'autres jeunes parce qu'on avait un budget pour une dizaine de jeunes et les autres jeunes n'ont pas pu le suivre et donc ils étaient vraiment demandeurs et déçus de ne pas avoir pu intégrer le dispositif. Et même Wally quand il est revenu, pareil, il regrettait de ne pas avoir pu suivre cet accompagnement-là. Donc en fait finalement, une fois que la confiance est établie, consulter un psychologue, faire un bilan psychologique, c'est beaucoup plus facile à accepter. J'ai l'impression que quand on a des difficultés de santé mentale et qu'on rentre dans un parcours de soins ou de résilience, on se met à intégrer, à mieux se comprendre, à intégrer tout un tas d'outils de psychoéducation, de comprendre, je sais pas, par exemple, le trauma, comment ça fonctionne le trauma. Bon, en général, les gens qui apprennent ça, c'est des gens qui ont été confrontés au trauma et qui cherchent à guérir ou en tout cas à avancer sur ce sujet. Est-ce que pour vous, c'est pas un peu dommage que ça arrive aussi loin dans des parcours de soins? Est-ce que finalement, de même qu'on propose parfois des formations au premier secours ou de l'éducation à la vie affective et sexuelle à l'école, est-ce que finalement, transmettre aux gens une sorte de base sur la santé mentale, ça aiderait pas parfois à endiguer un certain nombre de problèmes? Alors, moi, en tant que formateur des jeunes, parce que nous on les préparait donc bien sûr à aller en emploi, et l'éclairage du psychologue, parce que donc il ne donnait pas les éléments de santé mentale sur le jeune, mais il me donnait des clés de lecture de comportement de jeunes. Et pour moi c'était hyper important parce que j'avais des jeunes en fait, ils étaient très bien, excellents, et d'un coup, comme s'ils devenaient complètement inaccessibles. Et le psychologue m'a expliqué que ce jeune en fait, il culpabilisait parce qu'il avait perdu ses parents en fait, et donc il avait un sentiment de culpabilité qui annihilait toutes ses facultés. Donc il se retrouvait des demi-journées entières à pouvoir rien faire. Il était assis là et il faisait rien. Donc quand on a cette clé de lecture, en fait on comprend mieux pourquoi on doit accepter cette demi-journée où il fait rien. Et donc c'est hyper important. Oui, on est moins dans le jugement en train de se dire oh là là, encore un jeune qui veut pas travailler quoi. Exactement. Nathalie. Peut-être ce qui est complexe en santé mentale, c'est qu'en fait, la santé mentale touche à tout, enfin, ou tout touche notre santé mentale plus exactement, avec un impact qui peut être positif ou négatif. Donc, en fait, on a tendance à vouloir chercher la bonne solution ou la solution un peu magique ou unique qui va faire que, bah voilà, on est formé, donc on sait, bah voilà, donc on a une ligne d'écoute, donc tout va bien. Enfin, et en fait, évidemment, c'est plus complexe que ça. Donc, il y a un enjeu d'intervenir, d'agir, d'informer dès le plus jeune âge. Mais c'est aussi d'avoir une action globale. Typiquement, nous, pour les sujets à l'université, on est sur on revendique une approche globale de l'université sur les sujets de santé mentale, c'est-à-dire de considérer tous les temps de la vie de l'étudiant. C'est-à-dire que c'est bien, du coup, de développer des dispositifs de soutien en santé mentale en particulier. Mais en fait, il faut que ce soit complet. C'est-à-dire qu'il faut penser aux aménagements du temps. Est-ce que, selon les cours, les étudiants, ils ont le temps de manger le midi? Est-ce qu'ils ont le temps de faire du sport? C'est quoi leur temps de transport? C'est quoi la politique de logement associée? C'est quoi le soutien? Ou est-ce qu'ils doivent cumuler 3 jobs pour pouvoir y arriver? Et en fait, s'il n'y a pas cette approche globale, on peut mettre tous les dispositifs qu'on veut. À un moment donné, ça va craquer à un endroit ou un autre. Et c'est pareil avec le côté sélectivité dans les filières. On pense aux classes prépa, par exemple, dans lesquelles nous, on intervient beaucoup, Nightline. Et en fait, il y a un vrai enjeu sur des classes sociales plutôt favorisées. Mais du coup, il y a un vrai enjeu de travailler sur les sujets de santé mentale, mais au-delà de les informer, en fait, il y a un changement plus global à faire. Et donc, intervenir dès le plus jeune âge, oui, mettre des cours d'empathie, par exemple, à l'école, pourquoi pas. Mais en fait, qu'est-ce qu'on transforme aussi à l'école? Qu'est-ce qu'on transforme dans nos relations sociales? Qu'est-ce qu'on transforme dans la relation à l'autre? Dans l'ouverture aussi à l'autre, à la différence, à commencer par se dire quel est potentiellement son problème ou sa difficulté qui fait qu'il ou elle est absent, plutôt que de se dire ah bah voilà, il est absent. C'est du coup changer, mais donc c'est un changement un peu global et un changement des mentalités. Et typiquement, c'est pour ça que au-delà d'une approche individuelle, au-delà d'une approche par dispositif, il y a l'enjeu d'avoir une approche systémique, de renverser et changer un certain nombre de dimensions dans le système pour changer les mentalités et changer la manière dont on se comporte. Et finalement, ça impacte du coup la manière dont on prend soin collectivement de notre santé mentale en fait. C'est un peu vertigineux parce que quand on se rend compte que la société telle qu'elle est, le monde du travail, l'école, la vie en général n'est pas forcément structurée pour favoriser notre épanouissement et notamment l'épanouissement des jeunes, ça paraît un travail monstrueux de transformer cette société. Est-ce que c'est seulement possible? Est-ce que vous avez un peu d'optimisme ou comment vous en êtes par rapport à ça?
Alors, en tout cas, chez Nightline, je dirais, on l'est optimiste, utopiste peut-être, mais en tout cas, je pense que le travail des associations, le travail des citoyens, l'idée, c'est justement de se mettre en mouvement et on va mettre tout changement, du coup, nécessite du temps. Mais typiquement, une approche de santé communautaire, c'est le fait de travailler, par exemple, nous, sur notre ligne d'écoute, ce sont des jeunes qui prennent des appels auprès d'autres jeunes qui sont formés pour pouvoir le faire. En fait, on a pour hypothèse que ça participe d'un changement systémique, puisque ce sont des jeunes qui, au-delà de leur engagement sur la ligne d'écoute, transforment le rapport à l'autre, sont formés sur la partie écoute, transforment leur comportement vis-à-vis de leurs proches, ouvrent des conversations nouvelles avec leurs parents, avec leurs fratries, deviennent des relais et des ambassadeurs au niveau local et au niveau de leur université pour accueillir la parole, repérer des étudiants et des camarades en détresse, changer leur comportement quand ils accompagnent leurs premiers stagiaires volontaires en service civique quand ils rentrent dans la vie professionnelle. Et en fait, du coup, c'est pour ça qu'en tout cas, chez Nightline, on mise le pari pour les jeunes. C'est que du coup, c'est une transformation durable qui prend du temps, mais qui limite ou en tout cas annihile un peu les principes du manager toxique, parce qu'on se rend compte que notre action a un impact sur l'autre. Et donc, cette action collective, cette formation collective, elle participe d'une prise de conscience et d'une transformation des comportements. Et on n'est pas les seuls à faire ça. Abraham, je sais que vous avez dans votre parcours professionnel un pied à la fois dans le secteur public et un pied dans le secteur privé. Vous, quel est votre regard avec, je ne sais pas, les managers que vous connaissez ou alors même des personnes qui travaillent plutôt en politique? Est-ce que vous avez l'impression que c'est question de changer la société pour que les jeunes notamment aillent mieux? Est-ce que c'est des questions qui les occupent ou on est encore face à un vrai impensé de ce côté-là? Je pense que dans les jeunes générations, en fait, c'est elles qui vont porter les changements. Et ce n'est pas des changements volontaristes, c'est le système qui va imposer ces changements. Le modèle de travail d'aujourd'hui va fortement évoluer. Et c'est la contrainte économique qui va faire que le changement est possible. Et les générations, ce qu'on appelle les jeunes Z, ces générations-là, en fait, elles ont un rapport au travail, un rapport à la performance économique qui est plutôt propice aux évolutions dans la manière de travailler. Et vous parliez du secteur public, je travaille beaucoup dans l'administration, et même l'administration, si ce n'est pas encore vraiment visible dans la culture, mais en interne, déjà, dans les relations entre collègues, il y a des évolutions assez significatives par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a une vingtaine d'années. Donc il y a vraiment un changement, mais ça prend énormément de temps à se mettre en place et à pouvoir être constaté par des observations. Est-ce que pour vous, il y a une question de rapport de force au sens où les jeunes d'aujourd'hui sont les futurs vieux et donc sont sans doute seront demain de toute façon pour certaines dans des positions de pouvoir qui leur permettront de changer les choses, mais ça serait peut-être dommage d'attendre d'être demain. Est-ce que pour vous, il y a un message de dire aux jeunes soyez exigeants quant au monde que vous voulez et changez-le dès maintenant, y compris au travail, y compris à l'université? J'ai l'impression que c'est ce que vous faites déjà pour certaines. En fait, quand on regarde la durée de vie d'une entreprise auparavant, c'était 50 ans. Le nombre d'entreprises qui ont une durée de vie de 50 ans, aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. La possibilité de se projeter dans une carrière uniforme et linéaire, ça n'existe quasiment plus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un jeune, il n'a pas devant lui une logique de carrière. Il a plutôt une logique à la limite de mission. Il voit à 2-3 ans ce qu'il va faire et il va voir dans 2-3 ans ce qu'il va faire. Donc, c'est ces contraintes économiques-là qui vont générer un autre rapport au travail, un rapport beaucoup plus, porté sur mais qu'est-ce que vous m'apportez, plutôt de dire je vais sacrifier mon temps, mon énergie pour faire une carrière et gravir les échelons d'une entreprise. Puisque ce modèle-là, l'entreprise ne peut plus le proposer aujourd'hui. Et donc, même dans le privé que j'ai pu côtoyer récemment, c'est rare que vous voyez des jeunes qui ont moins de 30 ans qui restent 2-3 ans sur un poste. Ils préfèrent démissionner pour changer d'entreprise et changer d'environnement. Donc il y a une sorte de mobilité qui se met en place. Donc si les structures d'accueil, les entreprises ne changent pas leur culture, leur façon de travailler, eh ben, ils vont avoir un turnover permanent et très élevé. Jennifer. Moi, je dirais que oui, le rapport de force a clairement changé et c'est, je pense, ce qui va permettre une évolution des pratiques dans le milieu professionnel. On voit par exemple des professions où on manque de monde alors que ça n'avait jamais historiquement eu lieu comme dans l'éducation. On manque d'enseignants alors qu'avant c'était un peu le Graal. Donc on voit bien que les pratiques vont de toute façon devoir évoluer parce que pendant longtemps, il y a quand même eu
cette idée que bon, bah, de toute façon, si t'es pas content, il y en a 10 autres derrière qui prendront ta place. Donc, à la rigueur, tes retours, tes critiques, bah, elles vont rester pour toi. Et quelqu'un d'autre fera ce que tu fais sans apporter ce regard négatif. Alors que maintenant, on se rend compte que c'est plus le cas. Et où forcément, ces jeunes qui apportent un changement peut-être un peu par la force, mais en même temps, il est obligé d'être considéré, et tant mieux. Donc oui, non, moi, je suis plutôt optimiste sur le fait qu'ils vont faire bouger les choses de toute manière grâce au temps et à ce rapport de force qui évolue. Hélène? Je pense qu'il y a un truc qui est assez important à soulever aussi, c'est qu'on dit souvent, tout le temps, que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Ce qui est vrai, c'est l'avenir de demain. Mais c'est aussi une énorme responsabilité d'élever des enfants, d'élever des jeunes, de les éduquer en leur expliquant que demain, tout reposera sur leurs épaules. Même si c'est un fait. Mais pour autant, c'est une façon de présenter le travail qui n'est pas la bonne. Je vais prendre mon expérience personnelle. J'ai été étudiante en santé, je le suis encore. Quand, en arrivant en stage, la première chose qu'on nous dit, c'est non, mais tu manges pas avec nous ce midi, toi tu manges dans les toilettes parce qu'on vous accepte pas dans la salle de pause. Effectivement, la première vision du travail qu'on va avoir, c'est cette vision-là. Donc on a beaucoup moins envie et beaucoup moins facilement cette optique de s'engager sur le long terme, parce qu'on sait qu'on a la possibilité de toucher à autre chose, parce qu'on a une panel de diversité devant nous qui nous permet de nous engager sur plein d'autres sujets. Et les jeunes, ils s'engagent déjà. Peut-être qu'on ne le met pas assez en avant, mais les jeunes, ils s'engagent déjà et sur plein de points. Ils ont juste un engagement qui est différent. Un exemple tout simple, l'année dernière, sur la coercition, on a 30 000 internes qui se sont mobilisés le même jour en France pour manifester. Ce qui est énorme, ça représente un panel de jeunes qui est gigantesque. Donc, je pense que les jeunes se mobilisent déjà, je pense qu'ils se rendent compte des responsabilités qu'ils ont, mais tous et toutes ne sont pas en capacité de s'en saisir pour la diversité des difficultés qu'on a déjà citées avant. Mais donc, c'est hyper important de faire évoluer la mentalité de la responsabilité qu'on va mettre sur les épaules des jeunes très tôt. Jennifer, tu disais très bien tout à l'heure quand tu parlais du fait qu'à 12-13 ans, on demande déjà ce qu'ils veulent faire plus tard avec vraiment un poids. C'est un truc, c'est quelque chose qui va vraiment remonter. Et aussi, c'est sur la façon dont on va les accompagner, la façon dont on va former les professionnels à accueillir les jeunes, les étudiants, les étudiantes, leur donner envie de s'investir dans un projet. Parce que tu le disais bien tout à l'heure aussi, sur le fait que si c'est quelque chose qui intéresse, ils vont s'investir dedans. Ils vont s'investir dedans, ils vont s'évoluer, ils vont faire grandir. Et peut-être que pour autant, ils resteront pas, mais ils auront mis leur pièce à l'édifice, ils auront laissé de la place à d'autres étudiants et à d'autres étudiants qui auront envie de s'investir dedans. Et je pense que c'est important de rappuyer là-dessus aussi. Merci. Et peut-être en rebond avec ce que tu viens de dire, nous on dit beaucoup chez Nightline, les jeunes c'est pas l'avenir, les jeunes c'est le présent et l'avenir. Et donc ça rejoint ce que tu disais sur combien de temps on attend pour laisser la place aux jeunes, donner la place aux jeunes, pourquoi on doit attendre de changer la société, ce qui prend du temps, etc. Donc il y a quand même cet enjeu d'être cohérent sur les jeunes, ça n'est pas que l'avenir en tout cas, c'est aussi le présent et on peut considérer les jeunes en tant que jeunes aujourd'hui et ayant quelque chose à nous apprendre. Donc ça paraît indispensable. Ça va avec l'enjeu aussi je le disais un peu tout à l'heure, nous on promeut beaucoup la jeunesse, mais pas de jeunisme non plus, c'est-à-dire conjuguer les expériences, les expertises, etc. Et donc luttons aussi contre la fracture générationnelle, en particulier sur le sujet de la santé mentale, où on peut vraiment voir qu'il y a une libération de la parole et une prise de conscience sur les sujets de la santé mentale sur une partie des jeunesses aujourd'hui, et qu'il peut y avoir du coup vraiment un décrochage avec les générations. Et donc ça, il faut aussi qu'on travaille au rapprochement et à la compréhension mutuelle, parce que c'est pas une bonne nouvelle en fait ce décrochage générationnel potentiellement. Et en plus, ça amènerait à une indignation par rapport à la situation que tu viens de décrire. Je pense que en fait, du coup, tu l'as lâché en une phrase, mais enfin, c'est indigne en fait concrètement. Et l'ensemble des professionnels de santé qui sont autour de la personne qui lâche une phrase comme "va manger dans les toilettes, tu manges pas avec nous", en fait, ça devrait pas exister. Et donc là, il y a un enjeu d'indignation qui est compliqué dans la période actuelle, parce qu'on passe quand même aussi d'une indignation à une autre, il faut le reconnaître. Et donc c'est l'enjeu de se dire c'est des petits combats du quotidien qu'il ne faut pas lâcher, parce qu'ils impactent notre santé mentale, parce qu'ils participent d'une bonne santé mentale collective, et sur lesquels on ne peut pas se dire bon elle s'en remettra. Non, en fait c'est grave du coup, et c'est des choses sur lesquelles il faut collectivement du coup, et là aussi que ce soit pas juste des jeunes qui soient indignés par ça,
mais que ce soit qu'il y ait une réaction collective dans l'entreprise. Et ça rejoint peut-être mon dernier point aussi, juste de dire par rapport à la mentalité et comment on peut changer les choses. Des fois, il y a des choses juste de se dire, en fait, c'est possible. Je me saisis ou pas de ça, mais c'est possible. On en discutait juste avant la table ronde avec Jennifer, de se dire notre ligne d'écoute, par exemple, nocturne, on reçoit 23 000 appels par an. 23 000 appels, c'est beaucoup et pas beaucoup. C'est beaucoup parce que 23 000 appels sur un an, ça veut dire quand même qu'il y a des étudiants qui ont besoin de parler. Et en même temps, des étudiants, il y en a 3 millions en France. Donc finalement, rapporté à l'échelle des étudiants, c'est pas tant que ça. Mais en fait, la question de savoir qu'à minuit, à 1h du mat', si on a une crise d'angoisse, si on a un stress par rapport à ses examens, par rapport à ses partiels, par rapport à quelque chose, on peut appeler Nightline et qu'il y a un autre étudiant qui nous comprend, qui vit la même chose, qui est étudiant aussi, et qui va pouvoir juste nous écouter. Ça, c'est révolutionnaire sur l'idée de... En fait, ça existe, en fait, je peux m'en saisir, en fait. Et ça, on doit avoir ces espaces-là, des espaces de un peu... des soupapes, des choses à pouvoir lancer. On doit tous et toutes avoir notre boîte à outils dans lesquelles, à un moment donné, on se dit je l'utilise pas, mais en tout cas, ça existe et je peux m'en saisir. Et en entreprise, on peut réfléchir aussi à ça. Quels sont les filets pour tous les salariés qui vont être saisis ou pas saisis, mais dans tous les espaces de la société, on doit avoir ce côté à quoi je me raccroche quand ça ne va pas bien. Et ça doit être clair, ça doit être lisible, identifié et disponible. Pour conclure cette conversation, je voudrais profiter encore quelques instants de votre expertise à tous les 5 pour vous demander un ultime conseil, soit aux jeunes qui iraient pas forcément bien, soit au reste de la société. Peut-être que je pourrais commencer par vous, Wally, puisque vous, ça va mieux, je crois. Si vous deviez conseiller quelque chose à des jeunes qui ont été dans votre situation, qui vont pas forcément très bien, qu'est-ce que vous pourriez conseiller ? Ouais. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça va mieux. Actuellement, en tout cas, je suis suivi par une psy par rapport à mon parcours. Et j'ai mis longtemps, parce qu'aujourd'hui j'ai 24 ans, on va dire que ça fait même pas 2 ans où j'ai pris la décision justement d'aller suivre une psy. Parce que déjà, je suis l'aîné d'une famille, donc j'ai la responsabilité. J'ai 7 frères et sœurs. Je suis un garçon. Et on va dire qu'à l'école déjà, j'avais cette facilité justement d'apprendre et de comprendre. Donc il fallait que je me concentre sur l'école. Mes problèmes ont commencé dès la maternelle, mais je devais rester concentré. À la maison, déjà la santé mentale, c'est un sujet qui est encore tabou aujourd'hui. Parce qu'à l'heure actuelle, mes parents ne savent pas justement que je suis suivi par une psy. Peut-être dans quelques années, je leur dirai, ça on verra. Et donc c'est ça. Si déjà accepter, on a le droit de ne pas se sentir bien. C'est surtout ça. On a le droit et ne pas... Une fois qu'on a compris que déjà on a vraiment un besoin, qu'on a le droit, ne pas hésiter à aller voir quelqu'un de confiance, en parler autour de soi et ne pas avoir peur justement du regard parce que finalement c'est notre vie, c'est notre parcours. Demain, si on n'est vraiment pas bien, il n'y a que nous, quoi. Donc faut prendre soin de soi et pas hésiter. Moi, c'est un travail qui m'a pris 6 ans, 7 ans. Ça a pris le temps qu'il fallait. Bon, en tout cas, aujourd'hui, j'ai encore des problèmes de sommeil, mais je suis en train de traiter ça justement. Mais justement, par rapport à Nightline, j'aurais aimé en tout cas l'avoir pendant ma période lycée, où j'ai passé des nuits à réveiller sans personne avec qui parler justement de ces problèmes. Peut-être, là, c'est peut-être adressé à des jeunes. Bon, comme moi, ça a commencé depuis la maternelle. Essayer de voir si c'est possible de s'adresser à ce public-là. Parce que finalement, là, c'est la jeunesse. Mais les problèmes, on peut les avoir à tout âge. Donc, ouais, il y a
je ne mets pas la responsabilité. Pendant très longtemps, j'étais en colère contre le monde. Et finalement, quand j'ai traité le sujet de la santé mentale, il n'y a pas de responsable. Il y a vraiment... En fait, je ne dirais pas que c'est la faute à pas de chance. Voilà, c'est la vie, ça arrive. Et le plus important, c'est vraiment d'accepter qu'on n'est pas... Ça arrive même au meilleur. Hein. Donc finalement, aujourd'hui, j'ai tendance à dire, bon, les autres autour de moi, je me prends pour le roi. Parce que justement, donc même au roi, ça arrive. Quand on regarde dans l'histoire, il y a plein de personnalités qui ont eu des hauts et des bas. Et finalement, si on s'en souvient d'eux dans l'histoire, c'est qu'ils ont pu affronter beaucoup de choses. Et c'est à notre tour aussi d'être le roi de notre propre histoire. Merci beaucoup. Difficile de rebondir après ça. Exactement, c'est difficile, mais je vais rebondir sur ce que vient de dire Wally, parce qu'en fait, ça concerne tous les jeunes qu'on avait pu accompagner. Et effectivement, on le disait en avant-propos de la table ronde, il y a une exacerbation en fait, de l'individualisme qui fait qu'on doit de plus en plus compter sur soi-même. Et l'exemple qu'a donné Wally, c'est de se dire maintenant il faut trouver des personnes de confiance. Et ces personnes de confiance peut être un modèle inspirant sur lequel on peut déjà commencer un peu à trouver des repères avant de trouver des personnes de confiance concrètement autour de soi. Parce que quand je regarde les jeunes qui étaient avec nous, en réalité, il y a eu ces jeunes qui ne se connaissaient absolument pas, hein, ou qui se connaissaient très vaguement pour certains. Ils ont créé une amitié d'une certaine manière. Ils se voyaient en dehors de la formation. Ils ont fait des voyages ensemble. Et donc en fait, ils ont créé une sorte de relation de confiance entre eux, de solidarité aussi. Et donc dans cet environnement individualiste, on peut compter que sur soi et on arrive quand même à construire des relations de solidarité. Et moi, c'est ça ce qui m'a le plus marqué chez eux. Merci beaucoup. En 2 mots. Moi, je dirais de surtout relativiser les chiffres. Certes, ils sont assez négatifs, mais au final, quand on regarde un peu sous un angle un peu plus sociétal, les générations précédentes, le racisme, le sexisme, la toxicité au travail, les violences sexistes et sexuelles, ça ne faisait pas moins souffrir, mais on en parlait peut-être moins. Donc au lieu de le voir comme une fragilité, moi je dirais au contraire que désormais on a peut-être la force de regarder ces sujets en face, et tant mieux. Difficile à ajouter grand-chose de plus, mais je pense que ce qui est vraiment bien sorti de ce que Wally a dit, c'est que ça a pris le temps qu'il faudra. Donc il ne faut pas hésiter à décider d'aller voir des professionnels s'il y en a besoin, qu'il n'y a pas de honte et que c'est hyper important de déstigmatiser ce point-là et que le suivi prendra le temps qu'il faudra et on verra par la suite. Pareil, je rebondis sur ce que Jennifer disait. Je pense que c'est important de se dire, oui, les chiffres sont un peu alarmants, mais il faut aussi raison garder. Tous les jeunes ne vont pas mal. Et donc, c'est important de le dire. Et par contre, il faut accompagner et pouvoir aider, soutenir, encourager, accompagner ceux qui ont besoin de l'être. Et peut-être aussi dire il n'y a pas de petits problèmes. Garder en tête qu'il n'y a pas de petits problèmes et c'est OK de ne pas être OK. En tout cas, ça fait vraiment partie des mantras qu'on a chez Nightline. Vraiment beaucoup de jeunes qui nous appellent commencent des conversations en étant en plein doute sur la légitimité de « mais est-ce que je ne prends pas la place de quelqu'un qui a un problème plus grave que moi ?» Et en fait, non, il n'y a pas de hiérarchie ou de gravité dans les problèmes. Il faut en parler. Et il n'y a pas de petits problèmes. Donc sentons-nous légitimes, trouvons ce qui nous convient à nous comme meilleure porte d'entrée pour en parler à un proche, à la famille, à des amis, à des inconnus sur une ligne d'écoute, à des professionnels de santé. Trouvons notre chemin, notre voie et prenons le temps qu'il faut aussi pour pouvoir le faire. Mais voilà, restons pas seuls avec nos sujets de préoccupation. Merci infiniment à tous les 5. Je pense qu'on peut les remercier et les applaudir. Merci beaucoup aussi à vous pour votre écoute.